Bon, là, on est live. Du coup, je vais tout entendre.
Bonjour et bienvenue à nouveau dans ce temps, le temps d'un échange. On se retrouve comme d'habitude tous les jeudis et la thématique du jour, c'est les dernières tendances en pâtisserie. Donc je suis ravie d'être là à nouveau et on va pouvoir échanger aujourd'hui. On a un invité spécial, c'est Alexis Beaufils qui a gagné le Mondial des Arts Sucrés et il va venir avec nous pour parler de tout ça. Et avant de commencer notre débat sur les tendances pâtissières, on a Mégane qui est avec nous et qui aimerait en fait faire un petit point par rapport au live de la semaine dernière, par rapport au stage. Donc, bonjour Mégane. Ah, je pense qu'il y a des personnes qui n'entendent pas Mégane. Moi, je n'entends pas Mégane. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Oui, alors on essaye de rétablir le son pour Mégane qui veut parler par rapport au stage. Et en attendant, sinon, moi, je continue de parler sur les dernières tendances en pâtisserie. Et dès que c'est rétabli, on fera le petit point. Donc, la pâtisserie, c'est un art qui est en constante évolution, influencé par le goût des consommateurs et les innovations techniques et de tendances culinaires mondiales. Et en 2024, on observe plusieurs tendances marquantes qui redéfinissent le monde de la pâtisserie. Donc, qu'est-ce que vous entendez par les nouvelles tendances de la pâtisserie? Et j'aimerais en fait que vous me dites, selon vous, si on parle de tendance pâtissière, qu'est-ce que vous entendez par tendance pâtissière pour ouvrir un petit peu ce débat autour de la pâtisserie? Après, j'ai cherché, j'ai plein de sujets et il y a vraiment beaucoup de points d'innovation autour de cette thématique. Donc, n'hésitez pas à répondre. Donc, c'est la question que je vous pose. Quelle est selon vous la principale tendance qui, qui façonne en fait cette pâtisserie en 2024? Qu'est-ce qui a changé? Quelle est la nouvelle, selon vous, les nouvelles tendances? Donc on a Elsa, Zélia, Magali, Mathieu. Est-ce que selon vous, vous avez une idée déjà de ce qu'on entend par nouvelle tendance en pâtisserie, ce qu'on recherche, ce qu'on avait ce qu'on avait plus avant et ce qu'on a maintenant? Personne? Est-ce que déjà, si je vous dis par rapport aux pâtisseries pâtisseries saines, alternatives, avec la réduction de sucre, tout simplement, ou alors des sucres avec un index glycémique bas. On a, on va dire, tout ce type de pâtisserie. On va avoir aussi les nouvelles tendances en termes de viennoiserie ou pâtisserie. Je fais référence, par exemple, aux New York Rolls ou oui, tout à fait, moins sucré, Mathieu, c'est ça. Donc les New York Rolls aussi, pareil, on est sur des nouvelles tendances
Par exemple, vous avez eu aussi le Cronuts. Ce sont des revisites en fait de classiques et tout ce qui est aussi sans gluten, sans lactose. Bravo Zélia, tout à fait. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On est là pour discuter ensemble. Hein. On est vraiment en comité. Enfin, on est entre nous, juste la team EISF. Et on peut discuter de ça sans problème. Hein. N'ayez pas peur, vous êtes derrière votre écran, on ne vous entend pas, vous pouvez lâcher des infos. Alors Mathieu, qu'est-ce que vous entendez par les bicolores? Ah oui, les croissants bicolores, oui aussi, ça c'est une nouvelle tendance. Je trouve que c'est vraiment la viennoiserie qui s'est développée. Je sais pas si vous avez vu aussi la toute dernière tendance. Je sais pas ce que vous en pensez. Les croissants plats, les flat croissants qui sont enrobés une partie par un glaçage à base de couverture. Donc oui, ça va être tout ce qui est sucre aussi, tout ce qui est sucre, on va dire non raffiné, les sucres qui ont plus d'impact dans le côté nutritionnel. Donc on va avoir je sais pas moi on va avoir le sirop d'agave, du sucre de coco qui est bien meilleur pour la santé. Donc là on a tendance, vu qu'on est par rapport aux tendances de consommation, on essaye de faire plus attention à ce qu'on mange et plus le sucre est blanc, plus il est raffiné et c'est pour ça qu'il est moins bon pour la santé. On va avoir des choses naturellement sucrées comme les dattes, on a le miel. Enfin là-dessus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Alors ensuite, il y a beaucoup de mix maintenant flan avec pâte à cookies. Alors là, je dirais pas que ce sont les dernières tendances en pâtisserie. Je dirais plus que ça, c'est le côté. C'est un joli débat aussi. C'est par rapport, on va dire, à l'industrialisation. Donc ça, c'est un peu plus triste. Voilà aussi, voilà, on a le sucre de canne complet, le sucre de coco. Donc le sucre de canne complet, c'est un sucre qui n'est pas raffiné, donc il a plus de nutriments et c'est pour ça qu'il est foncé. Et souvent, ils sont plus humides et ils vont avoir plus de caractère niveau goût. Alors, qu'est-ce qui change dans la cuisson par rapport à l'incorporation des autres sucres? Euh, alors, qu'est-ce qui change dans la cuisson l'incorporation des sucres? C'est-à-dire, donc on sait très bien que le sucre va provoquer ce qu'on appelle une réaction de Maillard, donc il va faire colorer. Après, ça dépend du sucre. Si c'est un sucre de synthèse, il ne va pas y avoir il va pas du tout y avoir la même coloration au four qu'un sucre non raffiné, par exemple. Donc ça dépend du sucre que vous utilisez. Si c'est un sucre, par exemple l'érythriol ou le xylitol, il me semble qu'il ne. Oui, voilà, c'est ça. En fait, par rapport donc au sucre raffiné, euh, le sucre non raffiné colore de la même manière. Vous avez même le sucre de coco qui peut caraméliser. On peut réaliser un caramel avec le sucre de coco, mais ça faut étudier chaque sucre. Mais ce qui change, oui, c'est que on va avoir des sucres qui vont moins colorer pendant la cuisson. Ensuite, on a Mathieu qui nous parle, oui, effectivement, du flan dans une pâte à pizza également. Alors, tout ça, le flan dans une pâte à pizza, le crookie, en fait des mix, pareil, je trouve que ça répond aussi aux dernières tendances de pâtisserie, c'est-à-dire de mixer des traditionnels de pâtisserie. Voilà. Peut-on faire une meringue avec du sucre complet? Alors oui, pour moi il n'y a aucune contre-indication. Alors, si vous voulez faire une meringue italienne, faut voir si elle se dissout bien, mais vu que c'est du sucre dans un sirop, je vois pas le problème. En revanche, vous risquez d'avoir une coloration. Votre meringue va pas être blanche, un blanc immaculé qu'on peut avoir avec du sucre raffiné, ça va légèrement être teinté. Mais il faut faire un essai, mais je pense qu'une meringue, on prend pas trop de risques. Ça peut changer peut-être les propriétés en termes par rapport au rendu du moelleux d'un biscuit ou autre, mais moi je pense que la meringue c'est bon. Alors pour une meringue italienne, exactement, il faut monter entre 118 et 121 degrés.
Donc, vu qu'on n'est pas sur un caramel à sec, je pense qu'il n'y a pas de risque vu que c'est dissous dans un peu d'eau. Donc, je pense vraiment qu'il n'y a pas de risque là-dessus. Zélia nous demande, moi, je fais tout au sucre complet pour l'utiliser dans le travail du chocolat. Je le sèche au déshydrateur. Ah, c'est très intéressant ça. Ok. Ben de plus en plus, on utilise le sucre complet, donc c'est intéressant. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans cette tendance de pâtisserie, donc de mieux consommer, d'avoir un sucre qui a plus de nutriments. C'est pareil pour la farine. La farine, plus elle est raffinée, on a plus de gluten et de réseaux glutineux. Donc, pour l'élasticité des pâtes, c'est génial. Mais si vous essayez de faire une pâte sablée avec, par exemple, une farine 150, donc là, on est vraiment avec beaucoup, beaucoup d'enveloppes. Là, en revanche, vous allez avoir plus de mal parce que il va pas y avoir la même élasticité. Sauf que, pareil, en termes de nutrition, la farine, les farines en fait extra raffinées vont plutôt avoir un index glycémique assez haut. Il faut savoir que par exemple la farine de riz raffinée, c'est celle qui a le plus haut degré d'index glycémique. Et en fait, plus on va vers des farines complètes, plus on va dans quelque chose d'intéressant en termes de nutrition. Donc là, pareil, ça résume vraiment tout le package, on va dire, santé et nutrition. Donc ça, c'est les dernières tendances en pâtisserie. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, on a parlé du sucre, des farines. Est-ce que vous avez vu de plus en plus que la pâtisserie est régie par Instagram, les réseaux sociaux? Instagram et les réseaux sociaux, pareil, je trouve que ça influe beaucoup sur sur notre inspiration. Sauf que bon, ça peut être à double tranchant parce que on regarde les gâteaux sur Instagram, mais s'ils sont sur Instagram, enfin même si vous avez fait une jolie photo, ça veut pas forcément dire que votre gâteau est bien équilibré et bon. Donc, mais ça a joué et ça change toute la tendance et la mode de la pâtisserie. Donc, je reviens sur Zélia qui a une question et qui nous pose, avez-vous des infos sur quelles farines sans gluten peuvent remplacer le mieux le bleu pour le biscuit des entremets? Alors, nous avons, en fait, il n'y a pas une farine. L'idéal, c'est un mélange de farines et vous allez avoir de la farine de riz avec de la farine de châtaigne, par exemple. Ça c'est pas mal. L'amidon aussi, mais on peut voilà, farine de châtaigne avec de la farine de riz, c'est pas mal. Comment diminuer la matière grasse? Alors ça c'est génial parce que ça c'est, on va dire, là on est sur un autre sujet. On est plus sur vraiment la pâtisserie saine et alternative. Alors ça pourrait être un sujet pour le temps d'un échange parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire là-dessus. Comment diminuer la matière grasse? On a vous pouvez remplacer par exemple, vous avez sûrement entendu parler de mettre de la courgette, par exemple. Mettre de la courgette dans on va dire dans les produits, dans les gâteaux. On va avoir aussi certaines matières. On peut utiliser du beurre de coco, ce genre de choses. Et puis tout simplement en fait diminuer la quantité de matière grasse sans que ça altère la pâtisserie et les propriétés que la matière grasse va avoir dans la recette. Salima nous parle des trompe-l'œil, par exemple. Donc oui, par exemple avec Cédric Grolet qui a excellé dans ce domaine des trompe-l'œil. Et ça, pareil, c'est du Instagram tout craché. C'est vraiment Instagram qui a lancé tout ça. Ensuite, donc on a Instagram. Il y a eu également, il y en a tellement. C'est-à-dire le monoproduit. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du monoproduit, c'est-à-dire la tendance actuelle veut que une boutique fabrique par exemple uniquement des flancs. On a des pâtissiers comme Jus Chamallow, oui c'est là, Jus Chamallow qui est le spécialiste. Il a même écrit 2 livres. Vous pouvez voir, ses flancs sont incroyables. Et donc, lui, il revisite le flan complètement. Vous avez aussi des pâtisseries. Je crois que c'est la Fabrique de Cookies qui fait que vraiment un monoproduit. Donc ça, ce sont des concepts.
Et pareil, les tendances en pâtisserie, ce sont les concepts de pâtisserie, par exemple le click and collect. Donc ça a vraiment influencé et changé nos modes de consommation. Donc c'est-à-dire qu'on commande son gâteau sur Internet et on va le retirer en magasin. Vous avez également les personnes qui font des pâtisseries uniquement sur commande. Voilà. Alors, j'ai une question de Zélia, encore. Très bien. Quel lait ou crème végétale peuvent remplacer la crème et le lait à 30% de matière grasse? Alors, pour la crème végétale, alors la crème de soja, elle est très bien. Sauf que la crème de soja ne foisonne pas aussi bien que de la crème animale. Vous avez maintenant beaucoup de ce qu'on appelle de crème végétale, de whipped cream. Donc là, c'est un mélange en fait. Il y a un peu de petit lait, donc je sais pas si elle est vraiment sans lactose, mais en tout cas, elle est beaucoup plus digeste. Ce sont des crèmes que vous pouvez trouver à Métro, par exemple. Vous avez la marque de Bic qui en fait, ou vous avez plusieurs marques où en gros ça s'appelle Whipped Cream et c'est de la crème végétale qui foisonne. Donc celle-là, on peut l'utiliser vraiment pour le foisonnement et elle est à base, il y a des émulsifiants dedans forcément et avec à base d'huile végétale. Ensuite, on a donc comme je vous ai dit la crème de soja pour tout ce qui est sauce, ganache, crème. Pour la crème montée, il y a la crème de coco qui foisonne aussi. Donc c'est possible c'est possible de faire ça. Je lis en même temps. Alors, du coup, donc voilà, si j'ai répondu à votre question. Donc vous avez vraiment de plus en plus d'alternatives végétales. Après, si c'est des infusions, vous avez besoin de lait pour une crème pâtissière ou autre, en général, tous les laits peuvent marcher. Hein. Le, le lait d'amande, le lait de noisette, ça peut donner un petit goût intéressant en plus, donc c'est top pour les émulsions, pour vous savez pour mettre dans des siphons, avoir un petit goût de noisette et tout, c'est super intéressant. Alors, les mono Alors, je finis juste avec ma petite question et après je fais intervenir de nouveau Mégane parce qu'on a rétabli le problème. Donc, les monoproduits, je me demande si c'est pérenne sur du long terme. Alors, mon avis, c'est que je pense que ça peut fonctionner sur du long terme parce qu'on aime en fait, c'est un produit qu'aiment les Français. Donc après, ça dépend. Il y a monoproduit, il peut y avoir des petites déclinaisons. Et là, vous pouvez fonctionner. Pour un concept, pour faire un concept de business plan, pour créer son business, je trouve que c'est une très bonne idée. Et Mathieu nous dit que c'est difficile de choisir la direction à prendre pour un projet professionnel viable du coup. Mais ça, on peut après nous vous conseiller et puis il y a plein de choses à faire. Alors je vais laisser la parole à Mégane. On va faire un petit test et puis on va voir si c'est ok. Est-ce que Mégane... Alors Bonjour à tous, bonjour Annabelle. bonjour Mégane, donc c'est Donc bon, ça veut dire que on t'entend. Je pense que déjà Annabelle m'entend. tu entends Mégane. Alors, petit rappel concernant la semaine dernière sur les stages obligatoires. Alors, ça concerne donc le CAP pâtissier qui doit donc être réalisé 14 semaines de stage obligatoire, donc de façon consécutive et à temps plein. Ou alors, vous pouvez avoir 2 semaines, enfin 2 fois 7 semaines de stage consécutif à temps plein. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, c'est ce qui va déterminer votre inscription au CAP. Ce qui est très important à savoir pour le CAP pâtissier, c'est que les stages en restauration sont absolument interdits, ils ne seront pas du tout acceptés par les académies. Donc c'est vraiment important de le savoir puisque il y a des grands chefs qui sont en restauration, Annabelle pourra le confirmer, et donc parfois vous avez envie de travailler avec tel restaurant et vous avez un stage en pâtisserie qui peut être fait. Sachez que les académies régulièrement refusent ce genre de stage, donc je préfère vous le dire. Vous pouvez tout à fait les appeler pour en être sûr, mais voilà, je préfère vraiment vous préciser ici. Pour ce qui est de la mention complémentaire pâtisserie, vous avez 16 semaines de stage à réaliser, qui ne sont pas forcément consécutifs. En revanche, vous pouvez les faire et pareil, il faudra les justifier pendant votre année de formation.
Si vous êtes en poste, en pâtisserie, en boulangerie, vous devez justifier d'un certificat de travail qui justifie que vous avez été à temps plein, en fait, pendant les 6 mois au cours de votre année. C'est très important de le savoir. Ce qui concerne pour tous les apprenants en CAP chocolatier, aucun stage obligatoire. En revanche, vraiment, on vous recommande vivement de les faire. Je pense qu'Annabelle pourra me le confirmer. Pour tout ce qui est matière première en plus de ça, toujours plus agréable d'être en stage pour pouvoir le faire. Et puis surtout d'avoir des conseils, de pouvoir travailler cette dextérité. Et c'est vraiment très important. Pour tout ça, vous avez besoin d'une convention de stage ou de plusieurs. Pour la retrouver, c'est bien sur votre plateforme Mon EISF, dans l'onglet Mes stages. Vous allez donc avoir un espace où vous allez pouvoir télécharger, remplir et ensuite vous la signer. D'abord par vous, par votre maître de stage et ensuite vous nous l'envoyez par mail. Je rappellerai du coup nos coordonnées juste après, on les rappellera sur le chat. Très important de notifier qu'il faudra que vous les envoyiez avant votre début de stage. Pour une raison, c'est qu'en fait, pendant votre stage, vous êtes donc en contrat et vous avez besoin d'être assuré pendant ce stage-là. Donc, vous avez 2 assurances pendant ce stage. Le premier, qui vous assure par la convention si jamais vous vous blessez en stage ou vous avez un arrêt de travail. En fait, on va vous assurer pendant ce stage-là par la sécurité sociale. Si vous avez un problème de matériel ou vous causez un dégât sur un matériel ou que vous blessez quelqu'un, en fait, vous aurez besoin d'une assurance de votre responsabilité civile. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous conseille souvent avant de les appeler pour que vous puissiez avoir un conseiller et puis surtout pour leur dire que vous êtes bien en stage. Ce qui nous emmène forcément à parler de certaines personnes qui font des stages en entreprise à l'étranger. Alors, nous, on n'a vraiment aucun problème avec le fait que vous fassiez des stages à l'étranger. Pour toute personne qui se présente à l'examen, il est possible que les académies refusent certains stages. Donc, il est très, très important pour vous de les appeler pour être sûr auprès de l'académie de savoir si votre stage sera accepté. Et ensuite, pour les assurances. Nous, on n'a pas de problème. Notre convention ne vous couvre pas, mais par contre, vous pouvez tout à fait avoir une assurance qui vous couvre à l'étranger sur votre stage. Mais pour ça, vous avez besoin d'être sûr et donc d'appeler une assurance, votre assurance ou une que vous allez contacter simplement pour ça. Très, très important de le faire. J'ai plutôt fait le tour sur la partie administrative, sur le positionnement d'entreprise ou sur le comportement du stagiaire. Je laisserai Annabelle vous rappeler 2-3 choses, et notamment sur comment faire pour trouver un stage, quels sont les quelques conseils que tu pourrais leur donner lors des premiers jours, notamment dans leur milieu professionnel. D'accord. Si ça te va? Oui, oui, ça me va. Alors, le bon comportement à adopter en stage, donc on en a déjà parlé la semaine dernière, c'est vraiment de montrer qu'on a envie, qu'on est passionné et qu'il faut bien prendre en considération que, en fait, l'entreprise vous ouvre ses portes et qu'elle vous ouvre son laboratoire, les ficelles du métier. Donc, montrez-vous curieux, respectueux. Ne vous inquiétez pas si ce ne sont pas les mêmes recettes que vous avez déjà vues sur le ISF ou d'autres manières de faire, c'est normal. Il y en a plein de façons différentes. Donc, à vous de prendre et de regarder, d'analyser et de faire votre choix sur la recette que vous allez garder. L'idéal, c'est d'avoir un carnet. Une qualité vraiment qu'on demande en tant que stagiaire, c'est d'être ponctuel. Quand je dis ponctuel, c'est d'arriver toujours 20 minutes avant, le temps de changer, de dire bonjour à tout le monde, si l'employeur vous paye un petit café ou s'il y a quelque chose. Donc comme ça, vous êtes prêt à travailler à l'heure où il vous a demandé de venir. Donc faut pas négliger en fait le temps de se changer. Et on est quand même dans un milieu assez strict, donc en général, vous pouvez vous attendre à avoir des personnes qui peuvent vous mettre un peu la pression. Donc après, ça permet de vous dépasser. Mais si en fait, selon vous, c'est au-delà, n'hésitez pas à venir nous en parler. Et voilà, pour moi, c'est vraiment curiosité, ponctualité, vraiment donner tout.
donnez tout parce que ça passe très vite et vous allez pouvoir mettre en application tout ce qu'on vous a appris tout au long de votre formation. Donc c'est pour ça que c'est l'idéal, c'est de quand même d'avoir commencé quelques recettes pour se faire la main et attendre un petit peu. Et une fois qu'on a son stage, en fait, vraiment tout va être beaucoup plus facile pour le reste de la formation. Donc faut pas non plus trop traîner et faire le stage en fin de formation. Donc voilà, moi je pense que c'est bon pour moi par rapport aux recommandations. Si de même vous avez des questions par rapport à ça, vous n'hésitez pas quoi. Alors, Franck nous demande quelle est la durée recommandée pour le stage en CAP chocolaterie. Eh ben, c'est pareil, il me semble, Mégane, c'est bien 14 semaines, je pense, je Alors, crois. en fait, il y a aucune recommandation là-dessus. On conseille 2 fois 3 semaines D'accord, pour le stage, si possible, et si effectivement les gens ne travaillent pas à côté, qu'ils ne sont pas très actifs à côté dans leur vie professionnelle, on leur d'accord. conseille vraiment de faire 2 fois cette semaine, comme pour le stage en pâtisserie. Mais sinon, au minimum, on conseillerait 2 fois 3 semaines. Voilà, Voilà. Franck, on a répondu à votre question. J'espère. Alors, pas de quoi. Donc voilà, si vous avez des questions, de toute manière, on est là, nous, pour parler et de parler d'un sujet en particulier. Des fois, je vois pas la réponse, enfin la question tout de suite, donc ne vous inquiétez pas, mais je jette un œil de temps en temps. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on peut reprendre avant l'arrivée de notre invité? Bonjour Florian, bienvenue. Donc, on est en train de parler des pâtisseries, des tendances de pâtisserie d'aujourd'hui et peut-être de demain. Et on a fait un petit récap sur les stages. Donc, voilà. Alors, si vous avez des questions, je vous en prie. Sinon, moi, j'en ai pour vous, mais faut pas avoir peur de répondre. Moi, j'avais une question pour savoir, par exemple, je veux savoir quelle est la création, selon vous, la plus innovante que vous avez vue. Qu'est-ce qui vous a le plus époustouflé, qui était innovant, autant dans la forme, de l'aspect de l'art, vraiment ça j'aimerais bien savoir, ou alors que vous avez pu réaliser, c'est-à-dire que vous avez pu voir ou réaliser. Je sais pas moi, déjà, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller dans des salons de pâtisserie où on peut voir des sculptures en sucre, en chocolat, mais ou alors quelque chose où vous étiez au restaurant, vous avez vu un dessert très graphique et ça vous a semblé intéressant. Ah, c'est super, on a plein de nouvelles personnes qui arrivent, donc bienvenue sur ce moment d'échange à tous. Hein. J'en profite pour dire bonjour aux nouveaux arrivants. Donc Magali est très admirative du sucre d'art. Oui, c'est très joli le sucre d'art. Et puis en fait, de ses mains, on peut créer tout ce qu'on veut, des belles. Donc là, on est plus sur l'artistique en fait, les sculptures en chocolat, très aériennes. Ah bah oui, ça c'est sûr. Donc oui, les sculptures en chocolat, les réalisations en sucre. Alors, les plus belles réalisations, le travail de Luis Amado. Alors, je ne connais pas Luis Amado. Quelle est sa spécialité en particulier? Je veux bien savoir. Et Elsa nous dit des pâtisseries aux légumes. Alors voilà, ça peut être des pâtisseries aux légumes. Amaury Guichon pour le chocolat. Les pâtisseries sans gluten et vegan bien gourmandes. J'adore. Donc pour les nouveaux arrivants, on a parlé en fait des critères, enfin qu'est-ce qui pouvait définir les nouvelles tendances en pâtisserie. Donc on a parlé des réseaux sociaux qui influent beaucoup sur les tendances pâtissières où il faut que le gâteau soit instagrammable. Ensuite, on a parlé également du sucre, le fait d'utiliser des sucres plus naturels, non raffinés, avec des index glycémiques plus bas. On a parlé également des farines avec les nouveaux. On a parlé aussi des nouveaux concepts tels que les New York Rolls. Après, il y a pas mal de choses. Hein. Est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, des moules 3D? Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, ou des imprimantes, les imprimantes 3D pour la pâtisserie.
Vous avez même des imprimantes pour les macarons. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de limite, donc on peut aller au-delà. Donc si c'est utilisé à bon escient, c'est génial, mais c'est vrai que la technologie liée à la pâtisserie, c'est incroyable. Donc on a Sylvia qui nous dit oui au salon du chocolat organisé par la Maison de Paris, concours de sculpture, concours mondial, c'est de l'art, c'est bien grande nature. Alors, je pense que vous devez faire référence au World Chocolate Master, où là, le niveau est incroyable. Et la dernière année où il y a eu le World Chocolate Master, il y a eu également le Mondial des Arts Sucrés. Donc là, je pense que les personnes qui étaient venues au Salon du Chocolat, moi j'étais organisatrice pour le Mondial des Arts Sucrés, je pense que c'était très 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 intéressant. C'est sûr, quand il y a des compétitions comme ça, je vous invite à aller voir ce genre de choses. Hein, comme je vous ai dit, hein, faut être curieux. Donc c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, mais il y a tellement d'événements autour de la pâtisserie qui sont intéressants, donc n'hésitez pas à voir ça. Donc il y a Zélia qui pose une question. Alors, je me pose des questions sur les colorants en chocolat. Alors très bien, ça aussi, les tendances en pâtisserie, c'est-à-dire l'utilisation des colorants beaucoup plus naturels. On essaye d'éviter et de réduire les colorants un maximum ou d'utiliser des colorants naturels. Donc, les colorants en chocolat, tous les colorants proposés ont des produits chimiques. Est-ce qu'on peut utiliser des choses plus naturelles comme des épices? Évidemment. Oui, oui, oui. Vous avez le curcuma. Vous avez également l'hibiscus qui colorie de manière violette. Et vous avez aussi des gammes de colorants qui sont déjà faites à partir, en fait, ce qu'on appelle les colorants naturels. Par exemple, qui vont prendre des choses comme la spiruline, mais qui vont enlever, on va dire, le goût et garder juste le colorant et ça va être naturel. Alors, ce sont des colorants qui vraiment sont beaucoup moins peps et de plus en plus, on va sur des teintes un peu plus nude et plus naturelles hein, dans tout ce qui est pâtisserie. Alors, pas toutes, hein, malheureusement, mais on essaye de tendre vraiment vers cette tendance. Par exemple, euh, moi, quand je dois réaliser un dessert à base de menthe, de verveine ou de basilic, maintenant, si je veux que la crème soit verte, je laisse infuser mes herbes dedans et je les mixe bien, 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 longtemps, longtemps, longtemps. Ensuite, je chinoise et là, je vais avoir une couleur verte naturelle, par exemple. Donc oui, il est tout à fait possible d'avoir des choses naturelles. Et vous avez un pâtissier comme Yann Couvreur qui va lui faire utiliser qui va utiliser lui plein de choses ou enfin qui va utiliser plein de par exemple la noisette, il va rester dans la pureté des couleurs naturelles. Voilà. Ok. Alors, on m'annonce que Alexis Beaufils est arrivé, donc on va lui souhaiter la bienvenue. Et bonjour Alexis. Alors, on va faire un petit test micro, voir si on t'entend. Ah, on contrôle juste le son. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc on a un invité, donc c'est Alexis Beaufils, qui a remporté le Mondial des Arts Sucrés. Donc c'est une compétition internationale qui dure 16 heures et auquel ils doivent faire plusieurs réalisations. C'est en fait un concours mixte. Donc, pour créer une équipe, vous êtes obligé d'être un homme et une femme. Et la femme doit réaliser obligatoirement en fait une sculpture. Donc, il devait réaliser une sculpture en sucre, une sculpture en chocolat. Et il y avait même une sculpture où on devait mixer les deux matières parce que vu que c'est très difficile et c'est vraiment de la complexité. Et avec ceci, il y avait des tartes à présenter, des entremets glacés. Enfin bref, c'est un boulot monstre, c'est un mini-mof. Et c'est vraiment un concours incroyable où en plus on a plusieurs nations. Donc c'est la découverte de plusieurs cultures. C'est vraiment très, très enrichissant. Alors je vais regarder si on a des petites questions en attendant. Je sais pas si on a de nouvelles d'Alexis. D'accord, donc on a juste un petit problème de connexion.
Alors, pouvez-vous nous conseiller une marque de colorant? Alors, j'avoue que je n'achète plus trop de colorants. Donc, il faudrait regarder ce qu'il y a en marque. Je crois que Sevaro m'en fait. Faudrait se renseigner. Une marque. Après, ils se sont tous mis à peu près, je pense, au colorant naturel. Hein. Faut surtout regarder ce que vous pouvez trouver. Hein. Ah, j'entends du bruit. Alors, alors Alexis, est-ce que tu nous entends? On te voit pas, mais est-ce que tu peux nous dire bonjour, voir si. Ah, Ah non, j'ai pas regardé. Attends, je vais aller voir son profil. je crois qu'Alexis, on t'entend. Désolée hein, pour ce petit. Enfin, moi, j'entends quelque chose. Je sais pas si vous entendez quelque chose. Alors, donc, Alexis ne m'entend pas, mais moi, je l'entends. Vous entendez Alexis, pardon, et moi, je t'entends pas. Donc, Alexis, si tu m'entends, si tu m'entends, du coup, ah mince, j'aurais bien voulu quand même qu'on puisse parler tous les deux. Mince. Alors, juste 2 petites secondes. Alors, du coup, bah, on va continuer en attendant. Je règle juste le petit souci. Hop, tac. 2 petites secondes. Et voilà. J'ai envoyé via WhatsApp. Alors, du coup, on était sur nos colorants naturels. Ensuite, de quoi pouvons-nous nous parler? Est-ce que vous avez remarqué également aussi tout ce qui est les classiques revisités sont aussi une tendance que l'on peut constater. Allô? Ah, Alexis? Oui, bonjour. Oui. Alors, je t'entends. Je ne te vois pas, mais je t'entends. Comment vas-tu? Ah là, je t'entends plus. Alors, j'attends juste 2 secondes. Est-ce que, du coup, là, je sais plus. Alors moi, sinon, je repars hein, je repars sur mes classiques ou autres revisités. Ça aussi, ça, en fait, c'est une nouvelle tendance, mais ça n'a jamais perdu en fait le fait de retravailler des classiques. Alors il y a eu une mode où on déstructurait les desserts. Là maintenant, on essaye de revenir au traditionnel, sublimé, peut-être raffiné, peut-être un peu plus avec un peu plus de légèreté aussi. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit de plus en plus. Ensuite, on va avoir, oui, on avait parlé tout à l'heure de mélange, par exemple, le cookie avec le brownie. Voilà. Il y a Anne qui nous indique qu'on essaye de solutionner le problème. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou alors, votre regard neuf, on parlait, on a beaucoup parlé plus tôt pour les personnes qui nous ont rejoints quand même récemment
de tout ce qui est pâtisserie saine et alternative, donc réduite en sucre, faire attention au choix de ses farines. Là, le micro est activé. Ah, bonjour. Alexis, est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Ah, tu m'entends pas? Ah mince. Est-ce qu'on peut couper la caméra? Moi, j'entends Alexis, hein. Alors, je pense que tout le monde entend Alexis. Oui, allô? Oui. Moi, j'ai coupé le micro là. Ah, il y a du larcin. Ah, il y a une réverb. Non, ça va pas marcher. Moi, je vous entends. Alors, moi, j'entends tout le monde. Ouais, mais a priori, Alexis n'entend pas. Ah. Si, j'entends, c'est bon. Et est-ce qu'Alexis m'entend? Oui. Mais non, je t'entends sur le téléphone. Je t'entends Ah, pas, là. d'accord, tu m'entends sur le téléphone. D'accord. Ouais. Est-ce que tout le monde entend Alexis? Du coup, c'est bon? Désolée, on a un petit problème de connexion. Je suis désolée, Alexis. Tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Alors donc, merci d'avoir répondu à l'invitation pour ce live et autour en fait de la thématique des pâtisseries, des tendances de pâtisserie. En fait, déjà, je voulais que bah, tu puisses te présenter. J'ai juste moi parlé du concours du Mondial des Arts Sucrés, mais si tu peux un peu te présenter, raconter ton parcours et après on va parler ensemble en fait bah, Ouais, ok. des tendances Avec et ce que plaisir. tu penses et ta vision de la Du coup, pâtisserie. bonjour à tous. Moi, je suis pâtissier depuis un peu plus de 15 ans. Donc, j'ai commencé mon apprentissage du côté de Chartres, dans l'Eure-et-Loire, dans le 28. Donc voilà, un apprentissage standard en sortie de collège avec un CAP pâtissier. À la suite de ça, j'ai décidé de monter sur Paris pour essayer d'apprendre un maximum de choses dans différents établissements et j'ai envoyé des CV dans les gros établissements en espérant avoir un retour positif. Finalement, quand on sort de CAP, bah, c'est au petit bonheur la chance. Et j'ai été pris chez Dalloyau à Paris. Donc Dalloyau qui est un gros traiteur parisien auquel j'ai fait 6 années. J'ai fait 6 années, j'ai fait une mention complémentaire en dessert de restaurant et ensuite j'ai enchaîné avec mon BTM. Et au passage, pendant ces 6 années chez Dalloyau, j'ai fait la rencontre de Yann Brice, le meilleur ouvrier de France 2011. Donc moi, je suis arrivé en 2009 2010 chez Dalloyau et j'ai fait sa rencontre. Et du coup, ça a matché parce que je l'ai accompagné sur toute la préparation du concours. Donc voilà, ça m'a fait vraiment grandir et rencontrer des personnes qui m'ont ensuite aidé. À la suite de ça, je suis parti, au bout de 6 ans, je suis parti au Mandarin Oriental, un palace parisien aux côtés de Thierry Marx, avec comme chef pâtissier, c'était David Landriot à l'époque. Je suis resté un petit peu plus de 6 mois. Voilà. Après,
j'ai pris la direction du pavillon Le Doyen avec Yannick Aleno, qui a un restaurant 3 étoiles sur les Champs-Élysées. Par la suite, je suis retourné dans le monde de l'hôtellerie. Je suis retourné au Bristol, aux côtés de Julien Alvarez. J'ai fait un petit peu plus de 4 ans à ses côtés. Et dernièrement, j'ai pris mon premier poste de chef dans un hôtel parisien 5 étoiles dans le 16e arrondissement, l'hôtel Braque. Donc voilà, j'ai fait un petit peu plus de 2 ans. J'ai quitté l'établissement au mois de juin et pour l'instant, je me consacre à fond dans la formation et dans le développement de mon titre parce que j'étais champion du monde des arts sucrés en octobre 2022. Et voilà, pour objectif, ouverture d'une pâtisserie en 2025. Voilà. Waouh! Bah, c'est un super projet et c'est un super parcours. On fait Merci. défiler, j'ai pris des pâtisseries. On a une question de Sylvia qui nous demande si est-ce que vous êtes chef chez Andros? J'étais. On s'est peut-être croisé là-bas. J'étais chef ambassadeur pour la marque Andros et là en plus on ne me voit pas mais j'ai une veste Boiron sur moi parce que du coup D'accord. j'ai j'ai viré de bord. Voilà, j'ai été attrapé par Boiron, les vergers Boiron. Donc maintenant je travaille plus avec les vergers Boiron. D'accord. Ok. Tout le monde m'entend bien ou pas? Je pense que tout le monde t'entend très bien. Ok, moi je t'entends Yep. moyen mais ça va. Si ça reste comme ça va. Ok. Donc oui, tout le monde t'entend très bien. Bah, je vais essayer peut-être de parler un petit peu plus fort. Donc on a fait défiler des photos de la dernière démonstration que tu avais réalisée. J'en ai profité. Et justement, en fait, je voulais t'inviter pour cette thématique parce que j'ai pu goûter tes pâtisseries, tes créations. Et je voulais savoir, en fait, toi, selon toi, déjà, qu'est-ce que tu entendais par les dernières tendances en pâtisserie? Donc, nous, on a parlé avant ton arrivée, le fait d'utiliser moins de colorants, de désucrer, de choisir ses sucres, comme des sucres avec des index glycémiques plus bas, des fraîcheurs. Et en fait, toi, parce que dans tes pâtisseries signature, c'est quand même assez frais, mais ta vision des choses et comment tu élabores tes créations? Alors déjà, moi, j'essaye aujourd'hui dans les créations, j'essaye de réfléchir pour que ça plaise au plus grand nombre. Déjà, j'essaye de travailler des produits qui sont assez connus de tout le monde, de plus en plus. On D'accord. va travailler une tarte au citron, des tartes aux fruits, ou alors des entremets au chocolat, enfin des choses assez simples, chocolat noisette. J'essaye pas de partir dans des choses trop complexes. Parce que je me suis rendu compte là, Ok. en ayant mon premier poste de chef, que finalement les entremets, quand ils sont trop complexes, ça fonctionne pas. Et le but, c'est Ça quand même de freine se un faire peu le plaisir à nous, client, mais de faire plaisir aussi aux clients. bien sûr. Donc j'essaye d'avoir des goûts assez francs. Effectivement, des sucres au maximum. Là, je sors de formation. J'ai fait une formation bûche pendant 3 jours là, en début de semaine. Et le retour que j'ai eu de tout le monde, c'est qu'en fait, c'est très peu sucré. Tout est très peu sucré. Enfin, c'est juste bien équilibré. Faut pas non plus le retirer le sucre parce que c'est quand même assez important. C'est un exhausteur de goût. Il faut en avoir un minimum. Donc, euh, donc voilà, et après j'utilise beaucoup de mes recettes aussi d'apprentissage, un petit peu de tout ce que j'ai pu trouver. Maintenant c'est à moi je les réadapte un petit peu souvent ce qui se passe c'est que je fais les essais. Voilà, j'ai un super biscuit mirliton, citron amande, bon bah je l'essaye, je vois que c'est 10 fois trop sucré, je le modifie et après je le mets en stage quoi, je fais mes gâteaux avec. C'est un peu comme Bah ça oui. que je fonctionne. Mm. Et est-ce que tu utilises que du sucre raffiné ou tu utilises des sucres un peu plus nutritifs? Ouais, j'utilise beaucoup de vergeoise D'accord. cassonade et de plus en plus du muscovado. Donc voilà, après sur tout ce qui est, comment je dirais, tout ce qui va être crème de base, je vais rester sur du saccharose. Mais là, essentiellement, sur tout ce qui peut être pâte, sur les cookies, ce genre de choses, je suis 60%, non, je fais 50% cassonade, 25% muscovado, 25% vergeoise. D'accord. Ah ouais, donc tu Voilà. fais un mélange de sucres non raffinés. Ouais, il y a trois sucres mélangés. D'accord. Ok. Et puis après, en plus, quand tu as ton sucre non raffiné, il a un pouvoir sucrant un peu plus faible, non? Ou tu es Ouais, et puis ça légèrement. apporte aussi beaucoup de caractère au Oui, produit. bien sûr. Effectivement, le pouvoir sucrant est important,
ça apporte du caractère. On a moins ce côté sucré. Oui. Comme tu dis, le pouvoir sucrant est vraiment différent, quoi. Mm. D'accord. Et selon toi, en fait, qu'est-ce qui a changé vraiment depuis quelques années dans la pâtisserie, en fait, dans les tendances justement? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Toi, ta vision des choses, là, c'est complètement... Bah, hum, je saurais pas vraiment rentrer dans les détails. Je dirais peut-être qu'avant, on faisait peut-être, on se concentrait peut-être plus sur le goût. Parce que c'est vrai que moi, je me base beaucoup sur les recettes d'avant et on se rend compte que les goûts et les textures avant étaient vraiment très travaillés. Aujourd'hui, on fait peut-être plus attention au visuel, certainement à cause des réseaux sociaux, à cause de tout Oui, ça. Ça, c'est quelque chose c'est peut-être mon ressenti. Après, je pense que mon patron d'apprentissage, il me disait il fallait que les pâtisseries soient belles et bonnes. On achète parce que c'est joli et on reviendra parce que c'était bon. Donc en fait, l'un va pas sans l'autre. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver entre les deux, quoi. d'accord, Mais c'est un réel sujet. J'en parlais là j'étais avec des artisans début de semaine. d'accord. Et je leur disais, enfin, finalement, on essaie toujours de faire du beau, mais Oui, finalement, qu'est-ce qui est bon? Une tarte aux fruits cuits qui n'est pas spécialement très belle, une tarte aux pommes, une tarte au mirabelle qui va pas spécialement être très belle, mais sur une pâte feuilletée caramélisée sur une plaque avec de la cassonade. bah Enfin, oui, franchement, on se régalerait tous avec ça. mais Mais bien sûr. effectivement, dans un magasin, c'est peut-être moins joli que un entremets bien glacé avec un décor en chocolat. Mais je suis sûr qu'on fait goûter à 50 personnes à l'unanimité. On va préférer peut-être la tarte aux fruits cuits, quoi. Bah bien sûr. Le souci dans justement cette nouvelle tendance, ça va être de privilégier, voilà, ce qu'on parlait tout à l'heure des desserts Instagrammables, mais il faut qu'ils soient équilibrés, il faut qu'ils puissent tenir plusieurs jours dans une vitrine, parce que si tu mets des petites tuiles, mais que par exemple elles restent pas, ou alors, enfin, si t'as ton fond de tarte qui ramollit trop vite. J'ai une petite question. Il y a Elsa qui pose pourquoi en fait tu fais un mélange de sucre? Pourquoi pas juste un sucre? Pourquoi tu fais un mélange? Alors le muscovado tout seul, il apporterait beaucoup trop de caractère. En plus, c'est un sucre qui est assez humide. Donc, j'avais déjà essayé. Alors déjà, il y a un vrai sujet sur le coût déjà, parce que le muscovado coûte assez cher. Ah, c'est cher, ouais. Mais tout seul, ça serait trop puissant. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais c'est quand même assez corsé, un sucre assez corsé. Le rapadura, c'est un entre-deux. Et après, la cassonade que j'utilise. Donc, des fois, j'utilisais vergeoise ou rapadura. Le rapadura, je trouvais pas vraiment de différence avec la vergeoise, sauf qu'il y avait une différence de prix. Donc, voilà, je faisais attention aussi à ça. Donc, je suis resté sur de la vergeoise. Et après, la cassonade, c'était mon sucre simple dans le cookie. D'accord, oui, oui. Après, c'est un petit peu la cassonade est un petit peu plus neutre. Après, voilà, c'est important de mettre de sucré de cette manière, mais faut savoir que derrière il y a un coût. Donc Elsa te dit merci. Enfin, je pense que tu vois. Est-ce que tu vois le chat en Super. même temps? Tout le monde me voit ou pas là? Parce que du coup, j'entends au micro, moi j'ai un écran noir, je sais pas du tout ce que je fais, qui me Eh voit, bien, qui me si, voit pas, si, qui tout le monde te m'entend. voit. Enfin, moi, je te vois en tout cas. Ok, bon, cool. Je te vois. Ouais, donc c'est intéressant ton point de vue sur sur ces tendances, et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que j'en parlais tout à l'heure, si je devais en fait de dire un peu ce que inclut les tendances pâtissières, c'est le retour au classique, la revisite des classiques mais un peu plus raffiné, moins sucré, et on a parlé de quoi aussi, des l'innovation, la technologie dans la pâtisserie. Donc toi, tu l'as utilisé lors du concours avec tout ce qui est maintenant, on peut voir les moules en 3D, les tourne-disques, enfin ce genre de choses. On peut Ouais. même avoir des imprimantes ou la Watercut. Donc pour ceux qui connaissent pas, la Watercut, c'est une énorme machine en fait qui coupe les entremets, les décors chocolat grâce en fait à un jet d'eau très puissant, et ça nous fait des formes de précision, et on l'utilise beaucoup pour faire des décors. Alors, on a une question de Magali qui dit pour une recette en pâtisserie, si on change le sucre raffiné par de la vergeoise, faut-il changer les proportions? Ah bah, ouais, je remplacerai pas la totalité par de la vergeoise, enfin ça dépend ce que c'est. Mais par exemple, en fait, il faut réussir à l'utiliser à bon escient. Je pense que dans une crème citron, par exemple, ça aurait pas d'intérêt. Mais effectivement, dans un cookie, dans un biscuit,
Voilà, les sucres non raffinés, ils appellent aussi à la gourmandise. Donc sur tout ce qui va, enfin pour moi, hein, c'est mon avis, hein, mais tout ce qui va être Je tarte suis aux d'accord. fruits ou ce genre de choses, je vais peut-être pas aller sur des sucres non raffinés, je vais rester sur du saccharose. Maintenant, si on est sur un entremets cacahuètes, noix de macadamia ou noisettes, ce genre de choses, là je peux commencer à travailler un petit peu sur les sucres non raffinés parce que ça appelle à la gourmandise et ça marche bien, ça fonctionne bien quoi. Mm, mm. Et ça donne, oui, du caractère, surtout quand on est voilà, sur de la cacahuète ou alors tout ce qui est exotique. Oui, exactement. Mm. Alors, du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, je parlais des moules 3D. Tu en as utilisé pour ton concours. Ouais, Euh, ouais, j'ai utilisé beaucoup de. On essayait hein, d'avoir un maximum d'innovation ouais, sur le concours. Ouais. et qu'est-ce que tu connais d'autres que tu peux nous faire part de technologies, enfin, par rapport à la pâtisserie que tu as utilisé, par exemple, pour le Si je concours? dois retenir, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu aussi là, en début de semaine, donc c'est ce que je vais retenir là rapidement. Mais euh, donc, sur les concours comme ça, Annabelle, tu connais, mais Oui, le plus important, c'est le timing. Voilà, oui, aujourd'hui, on a une commande qui nous est demandée, on a 20 heures de concours. Comme je dis souvent, nous, donc c'est un concours mixte, donc tu as dû le dire juste avant. oui. Nous, on était quatre dans le box. Il y avait Florence, moi, et on avait deux Thermomix qui travaillaient pour nous. Donc D'accord. ça a été, je vais pas dire que c'était une petite innovation parce que tout le monde connaît le Thermomix, mais aujourd'hui sur la table, on avait une table centrale et nous, Florence et moi, on était derrière et en fait sur la table centrale, on avait chacun notre Thermomix et les Thermomix travaillaient et nous pendant ce temps-là, nous on faisait autre chose. Donc finalement, les Thermomix ils cuisaient nos riolets, ils cuisaient nos crèmes anglaises, toutes les petites recettes de base. Le jour du concours, là où il faut gagner du temps, du coup, nous on a mis deux Thermomix à tourner et ça nous a fait gagner un temps de fou et finalement on se retrouve le jour enfin à la fin avec des entremets qui ont plus de composition. Oui. Ouais, oui, Voilà. savoir utiliser le Thermomix à bon escient. Moi, je sais qu'au Prince de Galles, on l'utilisait pour faire réaliser nos crémeux ou enfin, on peut faire plein de Ouais. choses au Thermomix. C'est vrai que si on sait utiliser ce genre de matériel, on reste quand même dans quelque chose d'artisanal, mais ça permet de gagner du temps et on sait que ça soit dans un concours ou même en fait en production, le métier de pâtissier, c'est savoir aussi gérer son temps, gagner du temps parce que ce qui coûte cher, c'est la main-d'œuvre et donc on sait que ça met du temps à réaliser des gâteaux. Ouais, et puis ne serait-ce que pour des recettes un petit peu comme le riz au lait où tu sais que tu dois rester devant ta casserole pendant 20 minutes. Le jour d'un concours, tout le monde court partout. Non, en fait, le Thermomix, il est là, il va faire le Mm. travail à ta place. Il faut juste avoir le bon programme tu le mets en vitesse lente au bout de 25 minutes, tu as un riz au lait qui est parfait. Et puis pendant ce temps-là, toi, tu faisais autre chose. Bien sûr. Donc voilà. Mais Ok. après, non, effectivement, les concours, surtout les concours internationaux, les Coupes du Monde et les concours de meilleur bruit de France, c'est là qu'on recherche l'innovation. On recherche d'avoir une innovation, une technique de pochage, t'en parlais tout à l'heure, quelque chose qui n'a jamais été vu. C'est ça Oui, qui fait que le métier en est là aujourd'hui. Donc c'est la force des concours. tout à fait. Tout à fait. J'ai une question de Sylvia alors là, je pense, enfin, c'est plus moi qui va répondre, mais enfin, que pensez-vous des recettes données pour l'apprentissage du CAP? Pourquoi ne sont-elles pas revisitées? Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que, enfin voilà, tu peux dire ce que tu en penses, Alexis, mais moi, mon point de vue, c'est que on a beaucoup de personnes qui font des reconversions en pâtisserie. Ils ont vu beaucoup de choses sur Instagram, Mhm. aussi à la télé, et pour être un bon pâtissier, on est d'accord, il faut savoir maîtriser les bases. Et donc, dans les recettes que vous avez en fait pour le CAP à apprendre, ce sont les bases. Et si on maîtrise toutes ces bases, qui sont très importantes, ce que vous voyez après dans la mention complémentaire, c'est comment créer, aller au-delà. Donc, on a acquis les bases, les biscuits, la pâte à choux, le feuilletage, les pâtes levées feuilletées. Dès que vous maîtrisez tout ça, et on est obligé de voir les classiques, si vous n'avez pas ces bases-là, vous pouvez pas en fait pouvoir créer vos propres gâteaux parce qu'en fait vous allez sauter une étape. Et des fois on veut aller trop vite parce qu'on voit on voit le beau gâteau sur Instagram, on veut faire la même chose. Et ben non déjà avant ça il faut savoir
maîtriser, savoir faire de beaux éclairs, savoir faire un mocha bien droit, avant de pouvoir en fait réaliser et faire parler sa créativité pour pouvoir justement revisiter certains classiques à votre façon. Et c'est ce qui va être demandé par exemple en mention complémentaire. Donc c'est pour ça que c'est très complémentaire de faire le CAP et après la mention, on va vous préparer. Là, on est sur un level au-dessus, c'est-à-dire vraiment déjà choisir ses bons ingrédients, revisiter et puis être dans la créativité, faire des tartes modernes, des gâteaux de voyage plus complexes. Autres. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Alexis, sur le Ouais, fait je pense que de... tu as exactement répondu. Moi, j'en suis le bon exemple. Je pense que c'est super important, les bases. Parce que moi, je suis rentré chez Dalloyo, et Dalloyo, c'est des grosses maisons, pour ceux Bien qui sûr. connaissent, un petit peu comme le nôtre. Moi, je suis arrivé, et souvent sur ce genre d'entreprise, on est posté, on a des postes. Donc, il y a des postes four, les postes macarons, les postes décor, finition. Et moi, je suis arrivé en sortie de CAP avec 2 ans d'expérience, et j'ai été pendant 6 mois au poste finition décor. Donc bon bah voilà, c'est super, hein, c'est de la chance, hein. Je faisais des pièces montées tous les week-ends, des roses en sucre, parce que c'était une grosse société, quand j'y suis allé en 2011, et il y avait beaucoup d'événementiels. J'ai fait des pièces montées gigantesques, mais à côté de ça, bah j'étais pas au biscuit, enfin je savais pas faire un biscuit, je savais pas faire une génoise correctement, les macarons c'était pas maîtrisé. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi qui m'a donné un petit peu le goût des concours. Et après, bon, bah, je suis allé chercher mes bases moi-même. Mais je pense que dans un ordre idéal, il vaut mieux maîtriser un appareil à macarons, enfin savoir faire des macarons avant de savoir faire une rose en sucre, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Moi, pareil, je suis issu plus de la restauration. C'est sûr qu'après, quand on devient formatrice en pâtisserie, ou même avant ça, en fait, quand j'ai fait des démonstrations pour la pâtisserie boutique, j'ai dû, on va dire, tout réapprendre et réapprendre les bases, réapprendre à équilibrer un entremets, parce que la pâtisserie de boutique, ça n'a rien à voir avec la restauration, où la restauration, on est plus sur de la pâtisserie éphémère, quelque chose, on n'a pas besoin que Mm. ça tienne plusieurs jours, mais il faut que ça tienne juste 15 minutes. Donc, c'est pour ça que si vous en êtes au début, c'est la formation, ou alors vous avez 1 an d'expérience, vous êtes encore en formation, ceux qui ont déjà eu leur CAP pâtissier. Et c'est vraiment là, en plus, l'avantage d'être en distanciel, c'est de pouvoir refaire. C'est-à-dire que quand vous êtes en cours, vous allez faire une tarte au citron, faut la refaire tout seul, mais mince, si vous n'avez pas eu le droit de filmer le prof ou autre, là, l'avantage, c'est que, vous n'avez pas maîtrisé cette recette, et on y retourne. On recommence, on peut retourner sur la vidéo, on peut revoir, on peut refaire. Et en fait, c'est pas acquis. Il faut savoir, faut pas. Il va y avoir des échecs. Faut pas hésiter à recommencer, à s'améliorer, à se challenger, parce qu'en fait, c'est ça. C'est un métier qui est passionnant, mais faut savoir se dépasser. Donc, quand on arrive en fait dans les débuts à vouloir faire son sapé, faut pas hésiter à se dépasser. Voilà. Et attendez, on a Sylvia qui nous demande, une pâtisserie est très bonne quand elle est fraîche. Comment faites-vous pour que votre pâtisserie ne soit pas retirée de la vente trop vite? J'ai pas compris la question. T'as compris toi, Alexis? Une pâtisserie est très Non, bonne quand elle est mais fraîche. pour pas qu'elle soit remise Oui. en vente le lendemain, c'est ça, non? Pour que votre pâtisserie ne soit pas retirée de la vente trop vite. Donc non, en fait, elle est pas. Normalement, elle doit bien tenir. Oui, question sur le gaspillage alimentaire. En fait, si un gâteau est bien équilibré, il peut tenir 2-3 jours en vitrine. Après, maintenant, il Ouais. existe des systèmes de Too Good To Go ou de ce genre de choses pour éviter le gaspillage. Et c'est pour ça, par exemple, moi, quand j'ai créé ma pâtisserie, c'était une pâtisserie uniquement sur commande pour éviter le gaspillage alimentaire. Et là, pareil, on est dans les nouvelles tendances de pâtisserie, c'est-à-dire de faire des pâtisseries sur mesure, sur commande, du click and collect, pour éviter aussi ce gaspillage alimentaire, parce qu'on essaye de faire de plus en plus attention à l'environnement et à ce gaspillage-là. Mais en général, c'est au pâtissier de gérer sa production pour pas faire trop. Il voit qu'il a pas vendu assez de tartes au citron, il va en faire moins le lendemain parce qu'il voit qu'il lui en reste encore Ouais, exactement. 4. Puis C'est la gestion. si jamais il nous reste, c'est vrai que des fois il y a des choses comme les fruits, un millefeuille qu'on a décoré avec 2, 3 petites framboises. Si la framboise elle est un petit peu séchée ou abîmée, on a toujours
On sait toujours quoi faire avec. On retire les framboises, on remet une petite framboise fraîche sur le dessus et on garde ces framboises-là pour refaire ensuite un confit de fruits. On a très peu de pertes en pâtisserie. On a un métier où vraiment le gaspillage, enfin, moi en tout cas de mon côté, vraiment je jette rien. Oui, tu Vraiment arrives pas à le grand-chose. maîtriser, ouais. Donc même les chutes de biscuits, hein, quand on étale enfin, quand on fait un biscuit sur une feuille 40-60 et qu'on détaille des formes géométriques à l'intérieur et qu'il y a des chutes, bah, les chutes, on les laisse sécher à l'étuve et elles sont mixées ensuite et après ça repasse dans des macarons. Donc voilà, enfin, il y a vraiment très peu de pertes. C'est toujours bien fait. Faut juste pas que ça déborde et faire n'importe quoi, mais si c'est fait correctement, donc voilà. Ok. Bah écoute, merci Alexis. Enfin, Bah, je sais avec pas s'il plaisir. y a encore des petites questions, peut-être on peut attendre encore 2 minutes. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a Et combien de personnes? Parce que du coup, je le vois même pas. moi non plus, je vois pas. Ok. Voilà. Mais il y a du monde qui nous regarde et ce sont en fait, on a des apprenants en CAP pâtisserie, en mention complémentaire et en CAP chocolatier. Donc Ok. pareil, hein, voilà. Ah, apparemment, il y a 12 personnes en ligne. Merci Franck. Donc, il y a marqué, faites-vous appel à la congélation, mis à part pour les purées de fruits. Donc, je te laisse répondre. Bah, aujourd'hui, la congélation, c'est notre outil numéro un. On peut réussir à faire des gâteaux sans congélation, mais aujourd'hui, pour tout ce qui va être moulé ou même conservation, ne serait-ce que pour la conservation, aujourd'hui, le froid négatif, enfin, c'est notre meilleur ami. Donc, si on veut pouvoir être rentable, il faut faire du volume. Pour faire du volume, il faut pouvoir congeler. Donc voilà, mais je pense que dans une gamme de pâtisserie, tout n'est pas congelé. Il faut réussir à avoir des entremets qui vont être semi-finis, qu'on va sortir tous les matins avec qu'on va glacer pour avoir une belle finition. Et ensuite, il peut y avoir aussi des tartes réalisées fraîches tous les jours, mais pour pouvoir être rentable et faire du volume et gagner sa vie, il faut pouvoir s'aider du congélateur. Mm. Elle nous demande si c'est y compris pour le chocolat. Si par exemple, le chocolat, après, il se conserve plus longtemps sur ce qui est bonbon choc, mais après, la chocolaterie, est-ce que toi, tu congèles des éléments en chocolaterie ou... J'ai pas entendu la question enfin, ce que tu viens de dire. Est-ce que tu congèles des éléments aussi pour le chocolat? Ouais, pour le chocolat, tout ce qui est bonbon chocolat, je me Oui, dis que c'est ça la question. oui, Tout ce qui est bonbon chocolat est stocké au congélateur. Aujourd'hui, un bonbon chocolat, il est fini entièrement bloqué au congélateur. Il y a une DLC de 2 à 3 mois sur un bonbon chocolat. Idéalement, après, avec, euh, avec les volumes qu'on sort, souvent ça reste jamais aussi longtemps au congélateur. Mais ce qui est super important sur un bonbon, c'est la surgélation rapide. Mais c'est le plus important, c'est la décongélation. Pour avoir un chocolat qui reste brillant sans trace d'humidité. Un chocolat qui est parfaitement congelé, on ne voit pas la différence entre un bonbon frais et un bonbon congelé. d'accord. Oui, effectivement, c'est-à-dire que si tu fais tes bonbons chocolat à la maison, ça donnera pas le même rendu. Pareil pour les entremets. Mm. Nous, on a enfin, dans les pâtisseries professionnelles, dans les laboratoires, on va avoir du froid ventilé, des surgélateurs, donc ça n'altère pas le goût et ça ne donne pas d'humidité. Donc ça, c'est différent par rapport à une cuisine à la maison. Donc ça, c'est pas pareil. On a Sarah qui pose une question et après, je pense que je vais te libérer, Alexis, qui demande. Et après, moi, je pourrais répondre, hein, t'inquiète pas. Mais je voulais en profiter tant que tu sois là, s'il y avait des choses. Bah là, Pas de forcément, là, problème. ça a fait débat. Là, les chocolats au congélateur. Euh, Ah, c'est euh, quoi les questions? oui, alors attends, j'ai Sarah qui dit pour savoir lors d'un de ces stages, tous les entremets étaient faits avec le glaçage puis mis au congélateur et ça sortait au fur et à mesure. Est-ce que cela pose un souci d'avoir le glaçage au congélateur? Alors moi, si je pouvais répondre, moi ce que j'ai vu c'est que en général quand on fait un glaçage, enfin je sais pas si tu fais ça Alexis, mais moi je glace mes gâteaux et ensuite je mets une couche de neutre si je veux que ça reste au congélateur pour vraiment protéger le glaçage. Donc ça peut
on peut avoir le gâteau semi-fini et glacé le jour même, mais il peut être mis au congélateur, comme par exemple quand vous avez 1000 bûches à faire, elles sont déjà glacées, hein, heureusement, parce que si on doit les glacer dans la nuit du 23 au 24, on a déjà d'autres choses, d'autres finitions à faire dessus. Donc en gros, je glace et ensuite je mets une couche de nappage neutre. Donc vu que moi je glace au pistolet, c'est beaucoup plus simple à faire. Après, je pense que tout est une question de recettes aussi. Oui, Il y a 10 000 recettes, il y a 10 000 façons de procéder. Il y a des températures pardon, à respecter aussi. Donc, des glaçages qui se décollent. Enfin, bon, j'en reviens au stage, mais c'est vrai que j'ai eu 10 000 questions là par les artisans parce que c'est essentiellement des artisans pâtissiers boulangers qui étaient installés. Et bah voilà, moi, ma formation bûche, comment je leur ai présenté, c'est une bûche qui est finie, glacée au congélateur. en Le boîte. 25, tout le monde est à la maison, quoi. Enfin, je réfléchis Oui. aussi à moi pour la suite et à la vie de famille et à tout ça. Le 25, si on peut être à la maison, c'est l'idéal. Bon, mais le 25, pour un patron, les salariés, ça coûte le double. Donc l'idée, c'est d'avoir les bûches qui sont finies, congelées au laboratoire, au congélateur. Et le 25, personne au laboratoire. On fait juste une grosse journée le 24. Et quand je leur ai parlé de ça, ils m'ont fait les gros yeux. Mais ça dépend de comment on voit les choses. Moi, aujourd'hui, je veux réussir à faire le lien entre la vie perso et la vie pro. Et je pense qu'il faut réussir à habituer les clients et à se dire qu'on peut venir chercher sa bûche le 24 au soir pour la manger le 25, il n'y a aucun problème. Si elle est bien conservée, que c'était des bonnes recettes et que c'est bien glacé, il y a pas de souci, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai juste donc la question de Sylvia qui demandait le chocolat issu de la congélation sera valable jusqu'à 1 mois, point d'interrogation. Bah ouais, en fait, alors, le bonbon chocolat, je vais expliquer rapidement, mais on va faire l'intérieur le lundi, on va couper le mardi, on va enrober le chocolat le mercredi, le jeudi il se retrouve au congélateur. Là, on peut lui garder, je vais dans l'extrême, mais 3 4 mois de congélateur, on le ressort. Et là, en fait, sa date de vie, elle commence ici. Donc là, on peut le Oui, laisser 1 mois en magasin sans problème, quoi. sans problème. Ok. Eh ben, Après, merci. c'est toujours pareil, c'est 1 mois en magasin, mais pas à température ambiante, pas avec les rayons du soleil qui tombent dessus. C'est dans une armoire à 17 degrés, avec Oui, avec une hygrométrie contrôlée. Enfin voilà, faut que tout soit fait correctement, quoi. bien sûr, bien sûr. Il faut respecter le produit pour pas qu'il se désaltère. Voilà. Qu'il s'altère, pardon. S'il se désaltère, c'est pas pareil. C'est Mais sûr. ça, c'est des choses que vous apprendrez avec le temps et vous verrez que bon, vous êtes encore jeune, il y a encore plein de choses à voir avant tout ça, mais il y a plein d'astuces, on a un métier qui sans cesse évolue et on en apprend tous les jours et même aujourd'hui, après 16 ans d'expérience, j'apprends encore. Donc, Ah oui, bah ça c'est sûr on apprend tous les jours de nouvelles choses. Ok, et ben merci beaucoup Alexis pour avec ce plaisir. temps. Ouais, et puis bah je sais pas si tu seras au salon du chocolat. Ouais, j'y serai, ouais. Ok, très bien. Et ben on se verra peut-être là-bas alors. Moi Eh je ben, serai. super. Ok, très bien. Merci Ben, beaucoup, merci bonne beaucoup journée. Alexis. Salut. Salut. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le Cial. Je pourrais lui demander si vous voulez. C'est un salon, je ne sais plus. Donc nous d'ailleurs, on ira au salon du chocolat normalement pour faire une petite immersion dans les coulisses. Ceux qui ont l'occasion d'aller dans les salons du chocolat, bah il y a celui de Paris. Alors, Jeanne me demande quand je serai. Alors normalement, alors c'est à préciser, on va communiquer dessus. Je vais y aller le mercredi. Voilà. Le mercredi sur le salon du chocolat à Paris, évidemment. Parce que vous avez des salons du chocolat un peu partout en France. Pareil, comme je vous ai dit, hein, n'hésitez pas à aller sur ce genre de salon, vous intéresser. On peut voir justement les dernières innovations. Vous avez des pâtissiers qui font des conférences. Vous pouvez voir des concours où justement vous pouvez voir les nouvelles techniques, les nouvelles technologies par rapport à qui se font les nouveautés et c'est là qu'on voit où tout est précurseur on va dire dans l'univers. Alors le Ciel prochainement à Paris et tous les 2 ans, immense. Oui, ça me dit quelque chose le Ciel, mais je crois que je n'y suis jamais allée.
Voilà. Bon, et ben oui, c'est sûr que là, la salon du chocolat, c'est le gros événement. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres façons de faire? C'est pour ça que vraiment, la mention complémentaire, ça peut vous permettre d'aller vraiment au bout de ces tendances pâtissières, de la créativité. Donc c'est top. Ensuite, donc quand je vais vous parler, vous voyez, on s'était pas concerté avant avec Alexis et il parle de revisiter des classiques avec des goûts francs. Alors c'est bien d'avoir un petit peu on va dire d'originalité dans les parfums, mais j'en ai déjà parlé, je ne sais plus. Ce qui est très important en fait, c'est quand déjà il faut créer un beau gâteau et une fois qu'il est acheté, donc on donne envie. Le but du jeu de notre métier, c'est vraiment de donner envie au client de l'acheter, mais aussi quand il l'a mangé, de lui provoquer une émotion et de faire en sorte que les goûts soient justes et qu'il a envie de revenir. Et qu'il a envie de revenir pour acheter pas un gâteau pour lui, mais pour tout le monde. Donc des plus grosses pièces, des plus gros gâteaux qui vont plaire au plus grand nombre. Et surtout sur les gros gâteaux, quelqu'un qui va prendre un gros gâteau, il va pas vouloir prendre de risques sur les parfums parce qu'il faut que ça plaise à tous ses invités. Et je voulais parler également. Ouh là là, j'ai oublié. J'avais mon idée, mais oui, donc les pâtisseries. Ensuite, je voulais parler aussi de l'évolution de la confiserie. Donc ça, c'est pour les chocolatiers, mais même pour les pâtissiers également. Tout ce qui est confiserie, on va de plus en plus un petit peu, on retourne dans les matières ancestrales de travailler les choses qui sont les petites confiseries en sucre candy. Ensuite, on va avoir les caramels, tout ce qui est, je sais pas si vous avez déjà vu tout ce qui est bonbons dans de l'amidon, dans des empreintes d'amidon. Ça, c'était une technique très ancienne qui revient à la mode. Donc, en fait, qui revient, oui, voilà, à la mode parce qu'en fait, on revient aux sources, en fait. Alors, je regarde. D'accord, j'ai mes places. Ah oui, là c'est Jeanne qui parle par rapport au salon du chocolat, je pense. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, parce que sinon, j'avais dit, j'en ai pour vous. Euh, et les questions que je voulais vous poser, c'est vous. Quel est votre regard sur cette pâtisserie? Savoir en fait. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles tendances? Est-ce qu'on va trop loin des fois, par exemple dans les trompe-l'œil? Est-ce qu'on va trop loin dans certaines tendances? Ou alors, au contraire, vous trouvez ça génial qu'on aille plutôt dans des pâtisseries beaucoup plus saines, beaucoup plus diététiques ou autres. Jeanne me parle des guimauves. Les tendances plus naturelles. Donc on voit vraiment en fait, oui c'est ça. C'est-à-dire que il y a pas si longtemps que ça, voilà, on avait des glaçages pleins de colorants ultra brillants à base de lait concentré sucré. Et moi ça m'est déjà arrivé de manger un gâteau chez un pâtissier et en fait je ne sens pas le parfum. C'est-à-dire que maintenant on essaie vraiment de mettre en avant les arômes et les saveurs naturelles. Parce que vous pouvez manger des gâteaux. Moi ça m'arrive souvent de manger un gâteau. Vraiment, je n'ai que du sucre. Il y a trop, voilà, de mélange. Et du coup, là, on revient vraiment. En fait, le sucre, c'est pour apporter la gourmandise et c'est pour exhauster et rehausser le goût du naturel. Mais ce qui est bien, c'est de sentir, en fait, oui, ce qui est naturel et les parfums francs dont parlait Alexis et les parfums que l'on veut mettre en avant. Alors, on a une question de Zélia. Le visuel, c'est chouette, mais pour moi, le plus important, c'est le côté sain. La pâtisserie est vraiment trop sucrée pour moi. Alors, c'est vrai que la pâtisserie est vraiment... Enfin, on désucre de plus en plus. Pareil, moi, quand j'étais à mon compte, on me disait beaucoup que ma pâtisserie était peu sucrée. Alors, on peut désucrer, mais attention, parce que ça peut changer la texture de vos biscuits, par exemple. Donc, attention. Alors, en faisant ça, il y a des choses, par exemple, une coque de macaron, c'est difficile de désucrer. Là, je vous avoue, c'est difficile. On va plutôt jouer sur la garniture qui va être moins sucrée, ou alors l'avantage, par exemple, des macarons au chocolat, c'est que si on prend un chocolat très amer,
Ça permet en fait d'équilibrer avec le côté sucré de la coque. Ensuite, on a donc je pense que le cake design est magnifique, cependant, je trouve que le goût ne suit pas. Alors souvent, c'est la réputation des cake design, parce que ça nous vient des États-Unis et ça a tendance à être de la génoise avec de la crème au beurre, donc ça a pas trop de goût. C'est vrai qu'il faut savoir, faut savoir ce qu'on veut, hein. Sauf qu'il y a une grande demande là-dessus. Et je pense, et ça a été de plus en plus développé, ce sont des cake design, mais qui sont bons. C'est-à-dire qu'ils sont beaux, mais si vous arrivez à imbiber un petit peu votre génoise avec un sirop aromatisé ou alors avec un jus de fraise et vous faites un fraisier à l'intérieur, c'est tout à fait possible. Sauf que, faudra le laisser au réfrigérateur, alors qu'un cake design, des fois, ça peut rester dehors, forcément. Mais ça, justement, vous pouvez faire la différence. Si demain vous voulez vous mettre à votre compte en disant bon, ok, moi j'adore faire de la pâte à sucre, j'adore faire des éléments et travailler sur le décor, et je vois bien qu'il y a une réelle demande là-dessus. Mais moi j'ai envie que mes cake design ils soient bons. Et donc il y a juste à travailler en fait sur le combo gagnant entre le fait que votre entremets se tienne, mais maintenant on a des supports faits pour ça, et en même temps qu'il soit beau. Alors, nous avons Sarah qui nous dit « Idem pour les cookies qui ne sont pas dans quelque chose de trop sucré, pas assez cuit, où on a oublié la simplicité. » Alors, c'est vrai que les cookies, ça peut être très sucré, ça a toujours été quand même sucré. Après, pas assez cuit, on a deux sortes de cookies. Il y a des personnes qui vont les mettre presque, dire croustillants à l'extérieur et presque crus à l'intérieur, enfin une pâte pas assez cuite. Et d'autres qui vont aimer le cookie bien croustillant. Donc voilà. Après, par exemple, les cookies qu'on voit sur Instagram avec beaucoup de toppings dessus, c'est génial, mais pareil, comment vous faites pour le transporter? Vous pouvez pas le mettre dans un sachet, il faut forcément le mettre dans une petite boîte. La boîte coûte cher, derrière il y a du gaspillage d'emballage, donc pareil, c'est toute une réflexion en fait différente. Zélia nous dit qu'il y a une nouvelle tendance qui l'intéresse beaucoup, c'est le chocolat cru qui conserve toutes les propriétés du cacao. Trop peu connu, je pense. Alors j'ai déjà entendu parler du chocolat cru, mais ça doit être très intéressant gustativement. Et aussi le bean to bar. Alors oui, le bean to bar, ça c'est un concept très intéressant qui avait été développé il y a déjà plusieurs années. Et après, c'est vraiment un concept et un état d'esprit, c'est-à-dire que par exemple Cacao Barry, Belcolade ou Valrhona, ils font du bean to bar vu qu'ils reçoivent les fèves et ils créent leur chocolat. Mais c'est de manière, on va dire, industrielle, c'est industrialisé et vu que c'est en gros volume, normal. Le bean to bar est vraiment le sens même de cette phrase, c'est en fait d'avoir quelque chose d'un blend, d'avoir, comme on en a parlé, je crois que j'en ai déjà parlé la semaine dernière, comme le vin, d'avoir la typicité du cacao pur. C'est-à-dire que limite, on a une tablette qui ne va pas avoir le même goût. Et on ne veut pas de régularité. Et en fait, la régularité, on l'a dans le mélange des fèves qui vont être mixées pour avoir un équilibre. Et on va dire, le client, il achète cette gamme de chocolat, il veut racheter un autre sac, il veut que c'est le même goût, la même acidité, la même typicité, les mêmes notes de noisettes, par exemple. Alors que le bean to bar, ça va vraiment être sur l'origine du cacao, qui va changer sur le goût, la façon dont ça a été torréfié, pour avoir limite une tablette, j'exagère, pas une tablette unique, mais en fait une production qui peut être numérotée et qui va être différente à chaque fois. Et ça permet également de travailler avec directement les producteurs. Alors on a Magali qui demande pour la pâte à sucre, conseillez-vous de la faire maison ou de l'acheter déjà faite? Ah, question piège. Alors, moi, je l'achète toujours toute faite parce qu'en fait, c'est quand même pas très bon la pâte à sucre, et pour qu'elle soit vraiment malléable. Alors moi, la pâte à sucre, j'essaye de l'utiliser au minimum. C'était vraiment pour faire des personnalisations et je ne recouvrais pas des gâteaux entiers avec. Je pense que si vous la faites maison, alors si elle se travaille aussi bien qu'une achetée toute faite, allez-y.
Mais c'est vrai que l'avantage, c'est qu'elle est prête à l'emploi et elle est directement faite. Ça dépend. Essayez de la faire si elle rend bien, elle a la même propriété plastique. Elle s'étale bien, elle se déchire pas, elle est lisse. Pas de problème. Voilà. C'est sûr que quand tout est fait maison, c'est mieux. Mais quand on est après en production, faut penser à ça. C'est quand on est artisan. Alexis en a parlé tout à l'heure. Euh, il faut savoir être rentable et gagner son temps. Donc c'est tout à fait. Je dis pas attention. Je ne dis surtout pas qu'il faut acheter tout fait. Le but c'est quand même la beauté du métier de l'artisanat, c'est de créer de ses mains. Sauf qu'il faut avoir en fait le bon compromis avec des produits achetés tout fait pour avoir la même régularité et un produit déjà fini. C'est-à-dire ce qu'on appelle les PAI, les produits alimentaires intermédiaires. Pour moi, si on achète son fondant, son fondant, sa pâte d'amande, c'est pas dramatique. Je vais jamais vous dire d'acheter un mix à biscuits ou autre. Ça, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a des aides dans la pâtisserie. Alexis en a parlé tout à l'heure avec les Thermomix. On a aussi des dresseuses, on a des fonceuses, donc des machines qui foncent les pâtes à tarte. Donc ça, c'est pour gagner du temps. On achète, par contre, si vous achetez vos fonds tout faits, qui existent déjà, là, je vois pas l'intérêt en fait. Je préfère qu'un pâtissier, pour gagner du temps et donc de l'argent, achète une dresseuse et il fait son appareil à macarons et c'est la machine qui dresse juste pour gagner du temps. Et après, il préfère en fait façonner ses gâteaux avec la poche et sa main pour vraiment donner la touche finale et sa signature. Donc ça c'est bien. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut relativiser, il faut regarder, il faut comparer et il faut aller dans une bonne logique pour allier la rentabilité mais le savoir-faire artisanal. Donc Magali nous dit j'avoue que je l'achète mais j'utilise très peu. Voilà, donc si en plus vous pouvez vous en acheter un petit peu, vous en utilisez de temps en temps. Voilà. Alors, si vous avez d'autres questions, parce qu'on va bientôt clôturer ce temps d'un échange sur la pâtisserie, les tendances de la pâtisserie de demain, n'hésitez pas, profitez-en. On a encore quelques minutes, donc si vous avez d'autres questions dessus, et sinon, c'est avec plaisir qu'on se retrouve la semaine prochaine. Alors, bon, on a eu le petit couac, mais bon, c'est les débuts. Je trouve que c'est intéressant d'avoir l'échange et la vision d'un autre pâtissier. Euh, on essaye de trouver des pâtissiers qui est renommés et ils ont l'honneur d'assister et de venir. Donc, je trouve que c'est génial parce que tout le monde n'accepterait pas. Euh, c'est génial d'avoir le point de vue, vous voyez, en quelques secondes, ce qu'il a dit sur la rentabilité et sa vision des choses. Je trouve que c'est génial. Alors, Sarah, donc merci pour cet échange. Avec plaisir, Sarah. Très enrichissant et constructif. Vive la pâtisserie sous toutes ses formes et ses couleurs. Belle note de fin. Et Elsa, j'ose, auriez-vous une recette de brioche sans gluten? Alors, j'ai pas ça dans mon chapeau. J'ai pas de recette de brioche sans gluten. Après, ça peut se trouver. On peut essayer de voir ça. Faudrait demander. On essaye, hein. Il y en a de plus en plus de la pâtisserie sans gluten. Mais la brioche, c'est compliqué. En fait, le sans gluten, ça va être plus sur des produits comme le financier, où il n'y a pas besoin en fait du réseau glutineux. La pâte sablée, c'est possible aussi. Après, tout ce qui est feuilletage, brioche, évidemment que c'est possible, mais voilà, faut trouver son mélange de farine. Je sais pas si vous étiez là au début, Elsa, où on parlait de mélange de farine de châtaigne, pardon, et de farine de riz. Mais ça doit se trouver et je peux faire des recherches. Voilà. Alors, je vais maintenant clôturer. Je vous dis, alors à la semaine prochaine pour ceux qui, je sais plus, la semaine prochaine, ce sera
ça sera pour la mention complémentaire exclusivement. Donc j'ai hâte parce qu'on a plein de choses à se dire. Et puis on se voit. Alors Magali me demande, je me permets également, je recherche la brioche des rois si vous avez. Alors la brioche des rois sans gluten ou bah ça après on pourra voir. N'hésitez pas. Alors ce qui est bien dans le temps d'un échange, c'est que vous pouvez préparer vos questions parce que là du coup on arrive à la clôture de notre temps d'un échange. N'hésitez pas en fait à anticiper vos questions, les noter et me les poser dès le début parce que avec gluten. Oui j'ai ça, mais j'avoue là du coup je peux la trouver. Il faut m'envoyer un message pour que je puisse l'envoyer ou on communiquera. Ça, c'est bien de nous remonter des recettes qu'on puisse ajouter dans la formation, évidemment. Mais mais là, en fait, j'avoue que je n'ai pas mes recettes sous les yeux. Faudrait que je prépare un document, pourquoi pas. En tout cas, merci et je vous dis à la semaine prochaine pour les mentions complémentaires et à très vite pour tout le monde. Merci et belle soirée à vous. Au revoir.